Monsieur Biwix, quel a été votre parcours? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Eh bien, je suis ingénieur de formation. J'ai démarré ma carrière dans le bâtiment, assez classique, comme ingénieur de travaux sur des chantiers. Et puis, au bout de quelques années, j'ai rejoint le conseil, donc ingénieur conseil pendant une petite dizaine d'années, essentiellement dans l'industrie, donc dans la chimie, dans l'énergie, dans certaines industries high-tech comme les télécoms, l'aéronautique. Et puis ensuite, j'ai fait une dizaine d'années dans le fret ferroviaire. J'ai essayé de développer le transport de marchandises sur rail. Et depuis 2 ans et demi, je suis dans une agence d'architecture et d'ingénierie qui travaille sur des réhabilitations de gares, notamment pour la SNCF. D'accord, merci. Et quel a été votre trigger? Qu'est-ce qui vous a poussé à penser comme vous pensez maintenant? Moi, c'est la découverte du tableau de Mendeleïev, de toutes ces ressources en fait, chimiques que nous utilisons depuis qu'on frappe plus des silex, quoi, en gros. Et donc cette découverte que ce sont des ressources non renouvelables, en fait, c'est un stock que la nature, que la géologie de la planète nous a laissé et puis qu'on gâche un petit peu rapidement. Et donc pendant très longtemps, je me suis retrouvé un peu stressé quand j'ouvrais une boîte de conserve en me disant mais je sais ce qu'il y a dessus et ça va être jeté, mal recyclé, ou mes lames de rasoir, ou voilà, il y avait plein de trucs comme ça où tous les jours je voyais toute cette dispersion de ressources qui n'allaient pas être récupérées et qui n'allaient pas être disponibles pour les générations futures. Donc ça m'a beaucoup stressé, voilà, et c'est un peu en partant de ça que je me suis intéressé aux questions de recyclage, aux questions de transition environnementale, de transition énergétique. Et puis du coup, ça a fini par donner un peu par hasard un premier livre, et puis après, on prend le virus, et donc j'en ai écrit quelques-uns derrière, et ça m'a amené de plus en plus à voilà, intervenir fugacement dans l'espace public. D'accord, merci. Et est-ce que vous avez un message encourageant que vous pouvez dire aux étudiants? Alors un message encourageant, oui, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Il y a, pendant les années 60, les écoliers aux États-Unis, ils apprenaient à se jeter sous les tables au cas où il y aurait la guerre nucléaire. Alors, voilà, avec les événements en Ukraine, peut-être on a eu un peu peur de ça, mais voilà, toutes les époques, il y a des choses formidables et puis des choses qui sont plus difficiles. Donc il y a des grands enjeux devant nous, mais il y a toujours eu des grands enjeux. Et le 19e siècle et le 20e siècle n'ont pas forcément été géniaux partout. Et ça n'a pas empêché voilà, des trajets de vie et des histoires d'amour et tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça va être. Il faut juste décider ce que chacune veut faire de sa vie et essayer de la consacrer peut-être à construire un monde meilleur, mais aussi en se disant que c'est pas juste pour les générations futures en l'an 2200, mais c'est pour maintenant, quoi. Et donc il faut travailler cette question-là maintenant. Et je pense qu'avoir garder de la curiosité et être capable voilà, de faire preuve justement de ce discernement, de cette capacité à ne pas se laisser avoir par les bonimenteurs technologiques pour pouvoir se concentrer sur les bonnes choses, ça peut être une manière d'aborder cette grande question de comment réussir sa vie. C'est très compliqué. Y a-t-il des exemples ou des cas pratiques qui vous ont interpellé en médecine, des exemples de low-tech? Alors il y a une expérimentation, une recherche qui m'a beaucoup interpellé, c'est le programme CADOG avec l'Institut Curie. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y a d'autres partenaires, et donc qui est sur la question de la détection précoce du cancer du sein par les chiens. Voilà, et qui est une expérimentation qui a apparemment très bien marché et puis qui est moins agressive parce que ça consiste à faire sentir à un chien un coussin qu'on a mis sous l'aisselle pendant la nuit. Et donc je trouve ça vraiment intéressant de se dire que voilà, on a ici voilà, juste à travers un animal et puis des croquettes, je pense que l'analyse de cycle de vie du chien par rapport à, je ne sais rien, un gros IRM ou je ne sais pas quel appareil il faudrait, il y a un côté très, très intéressant. Après je ne sais pas aujourd'hui si ça a été suivi, si aujourd'hui le programme est arrêté pour les questions de financement ou les questions de pertinence. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, c'est presque extrême finalement comme exemple. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, bah oui, il peut y avoir d'autres approches sur les questions de diagnostic, d'autres approches sur les questions de la cure. Enfin voilà, il y a des choses assez sympas. Merci beaucoup pour cet échange.